Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée au cessez-le-feu à Gaza et les scènes de liesse et de joie pour les Palestiniens. Un grand ouf donc de soulagement pour ces Palestiniens qui, durant 2 ans, ont souffert le martyre. Donc il a fallu 2 ans de souffrance pour que la montagne accouche. Allez, on ne va pas dire d'une souris devant le soulagement de cette population palestinienne complètement anéantie sans jamais pourtant perdre la foi. On peut dire que le prix de cette paix a été fortement payé au prix du sang et plus de 67 000 martyrs entre femmes, enfants et bébés, sans oublier bien sûr les journalistes et les humanitaires qui ont payé une lourde facture. L'accord est ou sera signé, l'accord de cessez-le-feu. Il est annoncé, les scènes de joie se sont manifestées, mais faut-il se laisser emporter par la joie ou faut-il garder la tête froide devant un ennemi rompu à la traîtrise? À bon entendeur, tout de suite le débat. Pour en parler ce soir, une pléiade d'invités aujourd'hui éminents. Pour commencer, Christophe Oberlin, chirurgien spécialiste de la microchirurgie et humaniste, médecin qui a exercé au début de l'agression contre Gaza, à Gaza. Kamel Benyounès, journaliste et ancien directeur de la radio Zaytouna, qui bien sûr sera parmi nous. Yefri Benzarga, analyste politique. Kamel Mansari également va nous rejoindre d'un instant à l'autre, directeur de publication du Jeune Indépendant. Et bien sûr, Emilio Dabed, spécialiste du droit international et des droits de l'homme et qui est également au Canada et qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Alors, pour commencer, Yefri Benzarga, un cessez-le-feu donc est annoncé, un cessez-le-feu qui sera signé d'un moment à l'autre. 72 heures après la signature de ce cessez-le-feu, on pourra alors procéder à l'échange des prisonniers. Un grand soulagement, et on l'a vu du côté palestinien avec les scènes de liesse et de joie, et cela s'entend et cela s'explique. Mais est-ce qu'il faut vraiment, c'est-à-dire, j'allais dire, est-ce qu'il ne faut pas un peu tempérer? Massa El Khir, merci pour votre invitation. Tout d'abord, il faut saluer cet accord de cessez-le-feu. Et puis surtout, c'est une grande bouffée d'oxygène pour la population de Gaza, puisque nous assistons tout de même à un génocide à Gaza. Et donc, ce cessez-le-feu doit avoir 4 arguments primordiaux. D'abord, l'argument humanitaire, puisque ce sont les civils, en majorité des femmes et des enfants, qui représentent l'écrasante majorité de la population de Gaza qui en sont victimes. Il y a aussi, il faut le rappeler, l'infrastructure humanitaire, c'est-à-dire l'assainissement en eau, le réseau d'électricité, les hôpitaux qui ont été touchés. Et donc, là aussi, c'est une bouffée d'oxygène avec ce cessez-le-feu pour que ces infrastructures puissent redémarrer. Et puis, le cessez-le-feu est le seul moyen immédiat d'acheminer des aides humanitaires pour les Gazaouis. Il y a aussi un argument juridique et moral, puisque le droit international humanitaire, notamment la Convention de Genève, interdit les attaques disproportionnées et surtout l'usage de la famine comme arme de guerre. Et donc, il y a aussi le rétablissement du droit international, puisque à un moment donné, le droit international qui interdit les crimes de guerre, etc., sera réaffirmé grâce à ce cessez-le-feu. Et puis, surtout, je pense que ce cessez-le-feu va permettre aussi d'apaiser les tensions, puisque nous courions droit vers une catastrophe régionale de ce conflit-là. Mais si vous permettez bien, rendant à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence, je tiens à saluer la diplomatie algérienne, puisque depuis que l'Algérie siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous parlons du conflit à Gaza et du génocide à Gaza quotidiennement aux Nations Unies. Et donc, c'est aussi grâce à l'Algérie et à la tribune de l'Algérie qui défend la cause des Palestiniens que nous avons parlé tous les jours pratiquement de ce conflit qui a été oublié à un moment donné.
je me pose la question, si l'Algérie n'avait pas été au Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'on aurait autant parlé du génocide qui était en cours à Gaza? Et je pense que c'est aussi en très grande partie grâce à ce plaidoyer de l'Algérie quotidien pour défendre les Gazaouis que nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre les lumières et les projecteurs de la communauté internationale sur ce qui se passait réellement à Gaza et donc par conséquent à obliger les puissances mondiales à faire pression sur les Israéliens pour négocier un accord de paix et un cessez-le-feu. Très bien, Ifri Benzalga. Christophe Oberlin. Alors, n'est-ce pas, il y a de cela 3 jours ou 4 jours, avec vous, on parlait justement d'une possibilité ou d'un espoir de paix, d'une lueur. Apparemment, on n'était pas très loin, hein. Finalement, le cessez-le-feu est annoncé. Alors, on aurait aimé quand même que ce cessez-le-feu annoncé soit quand même annoncé de manière, on va dire, sur la durée. C'est-à-dire, on aurait aimé une annonce d'un cessez-le-feu permanent. Est-ce qu'on devrait être finalement optimiste plutôt? Écoutez, je crois que l'on peut être optimiste et surtout je voudrais rendre hommage à la qualité, à la finesse des négociateurs palestiniens. Les négociateurs palestiniens, et j'en connais au moins 3 d'ailleurs qui sont actuellement à la tâche sur les lieux à Sharm el-Sheikh, eh bien, travaillent depuis longtemps avec un pragmatisme auquel il faut rendre hommage. Et aujourd'hui, grâce à un contact direct avec le président américain, eh bien, ils ont accepté ce qui, pour certains, pourrait ressembler à une sorte de renoncement, c'est-à-dire de libérer tous leurs otages. Mais en réalité, en libérant tous les otages, aujourd'hui, eh bien, ils réalisent une avancée formidable, en ce sens que, tout d'abord, on peut dire que c'est un cadeau empoisonné pour Monsieur Netanyahou, c'est-à-dire que, eh bien, ce n'est pas Monsieur Netanyahou qui est allé chercher les otages, c'est les otages qui ont été rendus par la négociation par les Palestiniens. Et donc, les arguments pour Monsieur Netanyahou pour continuer le génocide tombent complètement. On peut penser que un véritable choc positif cette fois-ci sera fait du côté israélien et donc toute reprise du cessez-le-feu serait très très malvenue, en particulier quand on voit le nombre de déserteurs de l'armée israélienne, de réservistes qui ne se rendent plus sur le terrain. Donc je crois que du côté israélien, eh bien maintenant le travail est à faire, un travail interne pour qu'il y ait une nouvelle représentation israélienne et qu'on puisse pour autre stade de la négociation. Mais à ce stade de la négociation, on peut dire que les négociateurs palestiniens ont réalisé un coup double, en ce sens qu'ils ont inclus dans l'échange de prisonniers, eh bien, l'échange qui a été toujours refusé contre Marwan Barghouti et contre Ahmed Saadat notamment. Et je suis le témoin, j'ai beaucoup travaillé, j'étais présent de 2011, je peux vous garantir que Mahmoud Zahar, qui était le directeur des négociations, a plaidé énormément pour la libération de ces 2 personnes. Donc on voit que, en même temps que le Hamas et le djihad négociateurs réalisent une avancée très importante concernant le court terme, eh bien d'une certaine façon, ils ont travaillé pour l'unité des Palestiniens et donc on peut penser que la suite eh bien, viendra, comme on le souhaite. Très bien. Alors, c'est vrai que je vais quand même poursuivre avec vous, Christophe Oberlin. En fait, on va sauter les étapes parce que je voulais venir justement sur cette histoire d'échange des otages et des prisonniers. On avait donc inclus dans la liste qui était donc transférée vers les négociateurs du côté donc sioniste le nom de Marwan El-Barghouti, Ahmed Saadat, mais les informations qui ont circulé juste après l'annonce donc de ce cessez-le-feu, qu'il n'y aura pas de libération de Marwan El-Barghouti. Est-ce qu'on peut espérer que ce ne sont que peut-être des rumeurs? Écoutez, en tout cas, si certains pays comme la France ou l'Union européenne, plutôt qu'être perpétuellement à la remorque finalement des événements, eh bien, pouvaient agir en ce moment,
eh bien, il est clair que ça irait dans le sens de l'unité des Palestiniens et ça irait dans du franchissement d'étapes successives jusqu'à une paix véritable. Je crois que de toute façon, la libération des prisonniers palestiniens est en discussion et on verra bien ce qu'il advient. Très bien. Yefri Benzarga, alors bien sûr, juste après la signature, 72 heures après, il va y avoir donc, si vous voulez, le processus qui a été convenu, à savoir les échanges de prisonniers. Et c'est vrai que le nom de Marwan Barghouti figure sur la liste, surtout lorsqu'on a vu par exemple dernièrement, il y a de cela 2 mois, la visite de Ben Gvir dans les prisons pour tenter d'humilier Marwan Barghouti. Et c'est une image qui a fait un petit peu le tour de la planète. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, étant donné que la liste a été acceptée de part et d'autre, est-ce qu'il serait concevable aujourd'hui, par exemple, de voir le nom de Barghouti supprimé ou non accepté, sa libération non acceptée? Ben, écoutez, si cela a été accepté dans un premier temps et que nous ne voyons pas sa libération, c'est un manque de crédibilité totale de la part de l'entité sioniste quant à la sincérité de ce cessez-le-feu et la sincérité de cet accord d'échange de prisonniers, puisque quand même, il en va de la crédibilité des acteurs internationaux quand même, puisqu'il y a le président américain qui a mis tout son poids dans la balance. Il y a les Nations Unies, il y a l'Union européenne, il y a un certain nombre d'acteurs internationaux. C'est leur crédibilité qui est mise en jeu. Si jamais il n'est pas libéré, alors que les échanges de prisonniers, la liste des échanges de prisonniers a été actée et acceptée par les deux parties, s'il n'est pas libéré, cela envoie un signal très fort que l'entité sioniste ne respecte pas ses engagements avant que le cessez-le-feu soit signé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le signal qui sera envoyé sera un signal totalement négatif. Et je dirais qu'il faut tout de même, si je peux revenir sur cet accord de cessez-le-feu, il faudra surveiller de très près le respect de cet accord de cessez-le-feu. Puisque si on se remémore bien les différents épisodes, je vous rappelle tout de même que les différentes agressions israéliennes, que ce soit sur la bande de Gaza, que ce soit envers l'Iran, etc., c'est toujours intervenu à quelques jours avant un jugement de Netanyahou au niveau des juridictions israéliennes. Et donc, il a toujours trouvé une parade qui est l'agression envers d'autres pays ou l'agression envers les Palestiniens pour échapper à la justice de son propre pays. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra surveiller ça de très près, puisque je ne mettrai pas, moi, une crédibilité à 100% sur ce personnage-là qui est un criminel de guerre. Très bien, justement. Alors, Monsieur Yefri Benzarga, on va revenir sur cette histoire de crédibilité de cette partie israélienne. Alors, tout à l'heure, je parlais avec Monsieur Christophe Oberlin de cessez-le-feu permanent, parce que c'est ce qu'on aurait peut-être souhaité, car ce provisoire, c'est un peu flou, laisse peser la menace d'un retour aux hostilités à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça peut rester vraiment imprévisible. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, garantit que ce cessez-le-feu sera respecté tel que les négociateurs ont convenu entre eux? Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas de retour aux hostilités une fois que cet échange sera fait et de manière complète? Qu'est-ce qui garantit que Netanyahou tiendra tout simplement sa parole et surtout ses engagements vis-à-vis de ce plan de Trump, même si par la suite on verra quelle est la réaction de Trump sur ce plan? De toute façon, je pense que la communauté internationale n'a pas d'autre choix que d'obliger Netanyahou à respecter ce cessez-le-feu, puisque, comme je viens de le dire, c'est la crédibilité de la communauté internationale, des acteurs internationaux d'imposer la paix qui sera mise en jeu. Là, je pense que pour que ce cessez-le-feu puisse réussir et pour que ce cessez-le-feu soit permanent, il faudra que les puissances internationales enlèvent ce chèque en blanc, ce chèque de commettre des crimes
parce que jusqu'à présent, Netanyahou avait quand même un chèque en blanc pour pouvoir commettre ses crimes sur la bande de Gaza comme il le voulait. Le droit international a été bafoué, a été violé. Le droit international a été violé collectivement. Ça a été un viol collectif du droit international. Et donc, par conséquent, et on le voit de plus en plus, que la cause palestinienne gagne en soutien international et notamment de la société civile internationale. Et donc, cette société civile, par conséquent, interpelle ces politiques nationaux. Et donc, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre choix que d'imposer ce cessez-le-feu permanent. Et par conséquent, c'est, comme je le disais, la crédibilité certes internationale, mais c'est aussi de manière humanitaire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, puisque si nous continuons ainsi, ça ouvre une nouvelle page, c'est-à-dire une page je dirais, on signera un chèque à blanc à tout criminel qui voudrait guerroyer ou qui voudrait commettre des crimes, puisqu'il va nous dire, vous savez, l'État sioniste le fait bien, pourquoi pas moi? Donc, à un moment donné, la crédibilité internationale, le respect des droits de l'homme et le respect du droit international doit s'imposer. Et pour qu'il puisse s'imposer, il faudra que les États-Unis en tête puissent imposer à Netanyahou, puissent lui enlever à Netanyahou ce chèque en blanc qui est le chèque de commettre des crimes comme il le souhaite. Oui, justement, est-ce que vous ne pensez pas que, comme certains observateurs l'ont laissé penser ces derniers temps, que comme quoi le président américain Donald Trump aurait quelque part piégé Netanyahou ou l'aurait pris à son propre jeu lorsque, devant le fait accompli de ce plan de paix, il ne pouvait donc que s'y soumettre et que apparemment ça lui ouvre aussi, si vous voulez, une boîte de Pandore sur le plan interne. Est-ce que vous pensez que cette thèse vaut la peine d'être examinée? Tout à fait et totalement, je suis tout à fait d'accord, surtout que je suis convaincu dans mon propre intérieur et surtout en analysant un petit peu la situation que Netanyahou aurait préféré que le Hamas refuse ce plan de paix. Je suis convaincu de ça. Et donc le fait que les Palestiniens aient été très matures politiquement, très matures diplomatiquement et qu'ils ont accepté de négocier et surtout ils ont négocié avec une qualité remarquable, je pense que Netanyahou a été pris à son propre piège, puisque là, il n'a pas d'autre solution. Et si jamais il rend ce cessez-le-feu, si jamais il continue ses hostilités, si jamais, et là, il y aura un autre point important qu'on devra observer de près, c'est si les aides humanitaires, l'acheminement des aides humanitaires est respecté et si les aides humanitaires accèdent à la bande de Gaza. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que si Netanyahou ne respecte pas toutes ces obligations internationales et notamment de ces accords-là, je pense qu'à un moment donné, on aura bien compris et la communauté internationale comprendra que ce personnage-là, ce n'est pas l'intérêt général qui le préoccupe, ce n'est pas le respect des droits de l'homme, ce n'est pas le respect des accords internationaux qui le mène, mais c'est plutôt sa propre personne et son propre agenda politique. Mais je pense qu'au niveau du front intérieur qu'il a actuellement, les choses pourraient déraper très rapidement. Oui, alors c'est vrai que je me retourne vers vous, Christophe Oberlin. Alors aujourd'hui, avec ce cessez-le-feu, il y a quand même un volet quand même juridique, on va le dire, c'est-à-dire que là, on a confirmé le droit international. Il y a un droit international qui est applicable à ce conflit, à savoir la décolonisation, ou si vous voulez, que l'entité sioniste ne poursuive pas sa colonisation ou sa perception même. Ensuite, il y a le droit international, non pas comment il est applicable, mais comment il est perçu, à savoir que l'entité sioniste ne s'y est jamais conformée et qu'elle ne l'a jamais appliqué. Est-ce que ce plan de paix, si vous voulez, oblige dans ce cas, et ça sera peut-être une nouveauté, l'entité sioniste à se conformer point par point sur les points qui ont été convenus entre les deux délégations, même si c'est des négociations indirectes. Car il faut dire que la délégation du Hamas, ils ont vraiment fait du beau travail. Oui, alors il y a deux aspects dans votre question. Oui. À la première, je répondrai non, c'est-à-dire que
il ne s'agit pas aujourd'hui d'un accord ou d'une tentative d'accord qui entre dans le cadre du droit international. Ni Israël, ni les Américains ne respectent le droit international. Donc ça, c'est quelque chose qui viendra après, quand il s'agira de juger ou d'enquêter sur les crimes de guerre commis. Donc là, et ça montre le pragmatisme du Hamas, eh bien, ils ont été capables, alors qu'ils réclament désespérément l'application du droit international depuis 2009 en gros, eh bien ils ont été capables finalement de faire face à l'esprit trumpien, si on peut dire, c'est-à-dire de répondre d'une manière extrêmement astucieuse et précise aux différentes propositions. Je crois qu'il ne faut pas parler de plan Trump, il vaut mieux parler de propositions. De paix. Parce que le plan est très inachevé. Et d'ailleurs, j'écoutais hier mon ami Moussa Abou Marzouk qui commentait ce plan, et il y avait même de l'ironie dans le tracé, par exemple, du retrait israélien. Ce tracé avait été tracé à la main, manifestement, ne tenant absolument pas compte ni des routes, ni des localités, ni des distances. Autrement dit, ils ont été assez astucieux et diplomates, de vrais diplomates, eh bien, pour répondre de manière très positive, presque chaleureuse, à tous les éléments qu'ils considéraient comme positifs, et ils ont laissé à des négociations ultérieures, eh bien, le rôle de régler les détails, entre guillemets, qui en réalité ne sont évidemment pas des détails. Et je dois dire que l'argumentation qu'ils ont apportée concernant le retrait, en demandant tout simplement ce qui est de bon sens, eh bien, la libération la sortie des soldats qui sont stationnés au sol et l'arrêt des bombardements, il est clair que même pour la sécurité des otages israéliens, ce retrait est absolument nécessaire. Mais nous sommes là en dehors du droit international, et c'est un coup de poker aussi que font les Palestiniens en faisant confiance à un personnage qui est, qu'on le veuille ou non, le plus puissant de la planète. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation assez paradoxale où une population martyrisée, eh bien, demande à son propre bourreau de garantir sa sécurité le jour du cessez-le-feu. Oui. Car il n'y a pas d'autre puissance militaire, sauf peut-être l'Iran, mais qui n'est pas prêt à aller jusque-là au prix d'une guerre personnelle. Eh bien, c'est une situation tout à fait hors du commun. Inédite. Et par contre, le pragmatisme des négociateurs palestiniens, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ce pragmatisme, on l'a vu il y a très longtemps à Marjezour, on l'a vu dans beaucoup de situations. Et je reconnais là très bien mes amis Moussa Abou Marzouk, Khalil Aya et Bassem Naïm. C'est tout à fait leur esprit de s'adapter, de réfléchir sans utiliser des mots à tort et à travers. Et pour l'instant, c'est un succès. Oui, alors ce sont de fins stratèges, disons-le ainsi, et qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse et de retenue. Yefri Benzalga, il y a aussi cet aspect, le fait que, par exemple, aujourd'hui, cet accord doit être soumis aujourd'hui même, je crois qu'il l'a été, il sera approuvé donc par ce fameux cabinet de l'entité sioniste et qu'il risque peut-être d'être désapprouvé. Alors, ce cabinet ou cet organe de décision ministérielle qui est restreint va se tenir en amont donc, de cette réunion de tous les membres du gouvernement pour qu'on puisse voter cet accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte ou pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que réellement ce fameux cabinet, qui d'ailleurs s'en est pris à Netanyahou, parce qu'il y a eu ce cessez-le-feu, où on a pu obtenir ce cessez-le-feu, est-ce que vous pensez qu'il a, si vous voulez, suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir bloquer cette décision? Il pourrait tout à fait bloquer cette proposition, puisqu'il faut le rappeler que ce cabinet est constitué à majorité, je pense que c'est à 90%, de ministres d'extrême droite israélienne la plus radicale. Et la plus radicalisée. Exactement. Donc, est-ce que cette extrême droite israélienne radicale et radicalisée va-t-elle accepter cette proposition de cessez-le-feu? Telle est la question. Et je pense que le Premier ministre israélien est dans de mauvais draps, puisque d'un côté, il a la pression internationale, et il ne faut pas oublier la pression de la Cour pénale internationale où il est cité à comparaître. D'un autre côté, il a aussi
toute une partie de la population israélienne qui est en train de demander à ce que ce conflit cesse, puisque il y a des soldats qui désertent. La société civile israélienne n'est pas toujours d'accord ni en accord avec ses dirigeants. Et puis, d'un autre côté, il est tiraillé par cette extrême droite radicale et radicalisée qui ne souhaite qu'une chose, c'est une guerre généralisée, non seulement sur la bande de Gaza, en Cisjordanie, mais dans toute la région, rappelant quand même le projet du Grand Israël. Et donc, cette extrême droite radicale et radicalisée n'a d'autre visée que de généraliser la guerre aux pays voisins pour arriver à leur fin, c'est-à-dire le projet du Grand Israël. Donc, je pense que le Premier ministre israélien est tiraillé. Certes, c'est un criminel de guerre, ça reste un homme politique qui doit prendre des décisions. Et je pense que actuellement, là, aujourd'hui, on est à 19h20 minutes passées, heure de Paris. Je pense que le cabinet n'a pas encore statué sur l'accord ou pas l'accord. Et c'est là où je dirais, je salue quand même la clairvoyance des Palestiniens, puisque ils ont renvoyé l'administration israélienne face à ses propres contradictions, puisque les Palestiniens sont dans une logique de paix, sont dans une logique de cessez-le-feu, et c'est là où on voit le véritable visage de Tsahel et de l'administration de Netanyahou, qui ne veut qu'une chose, c'est poursuivre la guerre, poursuivre ce génocide qui ne peut plus aujourd'hui, ça n'a pas de nom, je veux dire, ce génocide aujourd'hui, la communauté internationale a ouvert les yeux dessus, on ne peut plus mentir indéfiniment et à la population israélienne et à la population du monde. Très bien, Monsieur Yefri Benzalga, nous vous remercions pour cette analyse et d'être avec nous pour ce si vous voulez, première partie de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous libérons bien entendu pour pouvoir également recevoir d'autres analystes de la question. Merci beaucoup. On se retrouvera donc dans un petit instant. Restez avec nous, mesdames et messieurs, juste après cette courte page de pub. Merci donc de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission consacrée aujourd'hui à Gaza et surtout au cessez-le-feu à Gaza. Vient de nous rejoindre ici présent sur le plateau Kamel Mansali, directeur de publication du Jeune Indépendant. Kamel, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir fait quand même cet effort d'être avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, Kamel Ben Younes est avec nous également depuis Tunis par visio, qui va nous rejoindre alors. Et c'est Emilio Dabed, on me dit qui vient de nous rejoindre. Emilio Dabed, qui est spécialiste du droit international et des droits de l'homme. Emilio, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Leïla, merci. Merci à vous. Alors, Kamel Mansali, finalement, un cessez-le-feu a été annoncé à Gaza. C'est vrai qu'il y a un grand ouf de soulagement du côté palestinien parce que 2 ans de souffrance, on peut comprendre la joie des Palestiniens. Mais est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, rester prudent? Oui, la prudence est de mise, c'est obligatoire dans le sens où on a vu des cycles de négociations, de trêves, d'accords de paix qui n'ont pas été respectés par la partie sioniste notamment. Donc, quand on remonte depuis 2003, depuis l'accord de Aqaba, il y a une succession d'accords qui devaient justement l'un d'eux, qui a été pris en charge et chapeauté, sponsorisé par le Quartet international en 2004, le Quartet international qui composait à l'époque les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie pour justement aboutir à la création d'un État palestinien indépendant, vivant côte à côte avec Israël. Donc ce projet-là a été avorté justement par les opérations menées par l'armée israélienne, que ce soit à Gaza ou que ce soit dans Cisjordanie. Donc, il y a des antécédents qui font craindre que, justement, la partie israélienne ne peut en aucun cas, probablement, ne pas accepter ce trêve ou bien d'aller vers, justement, la conclusion de cet accord. Mais il y a aujourd'hui, parlant du fait que les États-Unis se portent garant, c'est vrai que probablement, on va dire,
on dira que les États-Unis ne peuvent être des garants du moment qu'ils sont partis de cette. Mais apparemment, disons bien apparemment, Trump a l'intention d'en finir avec cette guerre. Oui. Mais pour le moment, le processus le plus urgent aujourd'hui, c'est d'aller vers l'échange des prisonniers entre les deux parties. Oui. Donc, il y a ces négociations-là, ces détails techniques qui vont être... L'impératif aussi sur l'accès et le retour des aides humanitaires, c'est dans l'entrée des aides humanitaires. Et bien évidemment, on aura le processus de négociation politique. Mais là, il faut bien comprendre une chose. Il faut comprendre que la résistance palestinienne, c'est-à-dire aujourd'hui, elle a réussi au moins à faire capoter le projet de déplacement des Palestiniens hors de Gaza. Ça, c'est une victoire, disons, militaire et politique. Donc l'option qui a été longtemps défendue et mise en avant, que ce soit par Trump, l'administration américaine, ou par les Israéliens, c'est d'aller justement vers la réoccupation de Gaza. Donc cette option-là est mise de côté, elle a été avortée par la résistance palestinienne. Mais il faut comprendre aussi que la résistance est épuisée, tout comme la partie israélienne. Non, l'armée israélienne est épuisée aussi. Donc, ça, on ne le dit pas suffisamment. Hein. Non, on ne le dit pas, mais c'est vrai parce que le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les objectifs militaires ont été atteints, qu'est-ce que nous faisons puisque nous ne sommes pas arrivés à libérer les otages. Donc, il y a un tribut, sinon une facture militaire, il y a aussi une facture politique. Donc, c'est cette facture politique qui est devenue lourde dans le sens où, aujourd'hui, les Israéliens l'armée israélienne est épuisée, ils ne peuvent pas continuer. Donc, ce que nous avons vu pendant 2 ans était certes inimaginable, était inattendu, y compris pour la résistance, mais il faut comprendre une chose, et ça restera dans l'histoire. Le 7 octobre a démystifié Israël, et ce qui s'est produit a été une véritable défaite stratégique pour Israël. Ce que fait Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est juste massacrer pour massacrer. Mais l'échec militaire a été cuisant le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, nous allons vers un processus de règlement. Il est compliqué, il est complexe. Il exigera. Aujourd'hui, Trump a créé une commission après avoir convoqué les 8 pays. Pour justement donner une sorte de parapluie politique aux négociations. De garantie, de protection. Oui, il y a un peu politique. Et il y a aussi la garantie, la création de la commission de 5 pays membres qui vont justement chapeauter ces négociations, qui sont la Turquie, l'Égypte, le Qatar, Israël et les États-Unis. Donc d'un côté comme de l'autre. Donc on pourra voir dans les jours à venir si cette question de négociation ou de respect de l'accord va aboutir ou pas. Probablement, on dira si les Palestiniens vont remettre tous les prisonniers israéliens, il ne restera aucune carte à jouer, oui. Mais de l'autre côté aussi, il ne restera aucune logique, aucune justificative. Certes, tout le monde, enfin, je ne dirais pas tout le monde parce que ça sera un mot un peu vague, mais on a cette crainte que la guerre se poursuive. Absolument. Donc on ne peut pas faire... Quand je dis, mais ça peut ne pas être dans l'immédiat. Parce que la poursuite de la guerre, elle permettra quoi à l'armée israélienne ? De dénicher encore des tunnels, de tuer encore des civils et de tuer les combattants. Même les Palestiniens aujourd'hui savent que la négociation et l'acceptation de cet accord est inévitable dans le sens où il y a aussi une fatigue et un épuisement populaire. Donc les populations palestiniennes, elle a payé un lourd tribut. Quand est-ce que pourra-t-elle encore supporter davantage de sacrifices, sachant qu'il n'y a pas de visibilité? Donc c'est cela un petit peu le tableau sur lequel il faut fonder ces Vous avez finalement, Kamel Mensari, vous avez touché à peu près à tous les points sur lesquels nous voulions justement revenir. Donc Emilio Dabed, finalement cet accord, comment vous le voyez en tant que Palestinien? Ceci d'une part, et puis surtout, comme disait tout à l'heure Kamel Mensari, il y a toujours cette crainte parce qu'on s'est habitué à un ennemi qui est lui-même habitué à la traîtrise. On ne s'est pas habitué à une antitissionniste qui tient sa parole par les actes. On s'est habitué à une antitissionniste qui finit toujours par trahir ses engagements. Ce n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui dit, comme disait Kamel, qu'une fois tous les otages remis, et ce n'est pas tous les prisonniers qui seront libérés, qu'est-ce qui dit que l'antitissionniste ne retournera pas kazakh? Et on l'a vu pour un passé récent, lorsqu'ils ont violé le cessez-le-feu provisoire. Absolument, absolument. On est confronté à cette réalité, Leïla. Maintenant,
pour ceux qui sont anxieux à l'idée de libérer tous les prisonniers israéliens et donc de renoncer à cette carte des négociations, moi je dirais qu'il faut bien considérer que pendant ces 2 ans, les prisonniers israéliens n'ont pas été une priorité du gouvernement israélien et qu'Israël a bombardé, a décimé, a tout détruit au risque de ses propres prisonniers. Donc, effectivement, ces 2 années ont montré que Israël ne se souciait pas à propos des prisonniers israéliens et qu'ils étaient décidés à tout détruire parce qu'ils avaient un plan de nettoyage ethnique et de déplacement forcé de la population. Et moi, je crois qu'il faut se concentrer sur ça. C'est ce plan-là qui a échoué et c'est le plus important, je dirais, des conséquences d'un cessez-le-feu. Maintenant, permettez-moi de dire, Leïla, que la résistance palestinienne n'a pas seulement fait preuve d'un énorme courage et résilience, mais aussi d'une énorme sagesse. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent se rendent compte que la résistance palestinienne, après 2 ans de destruction et de morts, était confrontée à un diktat. Parce que l'accord proposé n'était pas vraiment un accord, il a été présenté comme un diktat. Et donc, par là, les États-Unis et Israël, ils voulaient mettre la pression sur Hamas, etc. Bon, en fait, Hamas a fait preuve d'une sagesse telle que même si le plan proposé était de beaucoup de points de vue indignant, ils ont retourné les tables des négociations en acceptant une partie de cet accord proposé, qui était la partie qu'effectivement ils pouvaient accepter en tant que mouvement politique palestinien. Mais ils ont rejeté l'imposition d'un désarmement qui ne peut pas être décidé par le Hamas de toute façon, et surtout le protectorat qui était proposé avec à la tête Tony Blair, etc. Parce que les mouvements de résistance ont bien dit que effectivement ça était une question qui devait être décidée par les Palestiniens et par tous les Palestiniens. Donc, on a vu un retournement de table par rapport à ce diktat. Et je crois que, écoutez, Leïla, on peut faire tous les calculs du risque de est-ce que Israël va respecter ou pas, mais il y avait une priorité pour moi en tant que Palestinien qui était celle d'arrêter le génocide. D'arrêter le génocide. Je voyais mon peuple être tué tous les jours. On comptait parfois plus de 100 personnes par jour qui mouraient tous les jours. Des gens qui commençaient depuis déjà un moment à mourir de faim. Et donc, pour moi, il y avait une priorité, arrêter le génocide. Et si cet accord tient, ne serait-ce que dans ses critères les plus minimes, on va voir sûrement une descente dans l'intensité des bombardements. Je ne m'attends pas à qu'Israël respecte cet accord. Je crois qu'ils vont trouver des raisons pour continuer à bombarder ici et là, mais sûrement l'intensité des bombardements permettra de sauver des vies palestiniennes qui me sont très chères et que je mets devant tout calcul politique ou nationaliste. Oui. Maintenant, effectivement, on doit être très prudent. Israël ne respecte jamais les accords qu'elle signe. Et aujourd'hui, Israël, à travers ce plan, essaye d'obtenir par des négociations et avec la pression des États-Unis et d'autres pays arabes, d'obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu en faisant la guerre. Et,
et si on peut éviter ça, je crois que ça sera un grand succès pour la cause palestinienne, qui est de retour sur la scène internationale. On a vu le support populaire pour la cause palestinienne est immense. Les critiques et même la haine d'Israël en tant qu'État et ses politiques d'État n'a jamais été plus grande. Et donc, on doit se concentrer sur le cessez-le-feu, sur la rentrée de l'aide humanitaire, Et sur la libération, sur la libération des prisonniers palestiniens. Très bien. Le reste viendra. Se négociera aussi. Et ça devra être négocié. Et vous voyez, c'est là que je vois le grand succès du peuple palestinien, de la résistance palestinienne, c'est que un des objectifs de ce génocide était l'annihilation, la liquidation du Hamas, une défaite totale du Hamas et de la résistance palestinienne. On allait y venir, hein. Bon, on comprend bien que s'ils avaient atteint cet objectif, ils ne seraient pas en train de négocier un accord aujourd'hui. Très bien, Emilio, vous touchez du doigt un point très important parce que justement, on allait y venir. Christophe Oberlin, finalement, on allait se dire, Emilio a parlé du fait qu'aujourd'hui, il a peur qu'Israël n'obtienne par ses propositions, ou si vous voulez, par les négociations, ce qu'elle n'a pu obtenir par la guerre. Et certainement, il devait faire allusion donc à ces propositions, les points, par exemple, de démilitarisation, de la gestion du territoire de Gaza ou des désarmements de Hamas, ce gouvernement des technocrates. C'est vrai que Hamas avait accepté une partie, mais sans que pour autant que Gaza soit, si vous voulez, géré par Tony Blair. Ils ont refusé dans la forme et dans le fond la personne de Tony Blair, qui est déjà très équivoque. Mais c'est vrai que là, on est dans un vice de forme parce que ce que 2 ans n'ont pas pu ramener de guerre et d'atrocités sur Gaza, peut-être que Netanyahou compte les récupérer autrement par les négociations. Est-ce qu'il y a ce risque ? Écoutez, je crois que vous avez raison d'envisager toutes les possibilités, mais je ne crois pas que M. Netanyahou soit dans l'avenir en position d'imposer quoi que ce soit. Je ne le crois pas. En ce qui concerne le plan, la stratégie des négociateurs, ça a été clairement énoncé par Moussa Abou Marzouk ces jours-ci. Oui. Eh bien, il y a, comme vous l'avez dit, une partie qui relève des parties combattantes actuellement et pour laquelle la question du désarmement ne se pose pas, en tout cas dans l'immédiat. Et puis, il y a une partie qui relève du consensus de toutes les factions, de tout ce qui peut représenter la Palestine. Et là, très adroitement, eh bien, ils ont glissé l'autorité palestinienne, c'est-à-dire qu'ils ne réclament le départ de personne. Ils disent simplement, nous avons été capables par le passé de faire 2 gouvernements d'union nationale. Nous avons, dans un vague de consensus, demandé des élections présidentielles et parlementaires. Et donc, nous restons unis dans une Palestine unie. Nous sommes prêts à nous mettre en retrait politiquement, mais en tout cas pas aux dépens d'une dictature ou d'un gouvernorat étranger, américain ou britannique. Autrement dit, ils appellent de tous leurs vœux, et on sera difficile de leur refuser, une réunion de consensus national. Comme ce consensus national figure de longue date, et notamment dans la charte 2017, en disant la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 est un consensus national, mais bien entendu, ils n'ont strictement rien lâché sur l'essentiel, c'est-à-dire nous ne reconnaissons pas l'État israélien tout simplement parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, cet État reste à définir, et ceci ne pourra être fait qu'après une trêve de longue durée. Donc, ils insistent sur la durée de cette trêve, oui. 10 ans, 15 ans, 25 ans. Donc, ils mettent la balle dans le camp de l'ensemble des groupes palestiniens pour la gestion du futur, ce qui est assez adroit.
Oui, très bien, Kamel Mansari. Alors dans ces cas-là, comme disait tout à l'heure Emilio, parce qu'il a quand même abordé des points très importants, à savoir que finalement, 2 ans après, l'entité sioniste se retrouve contrainte de négocier de manière directe ou indirecte, hein, peu importe, de toute façon, avec ce même groupe qu'elle voulait éradiquer il n'y a pas si longtemps et qu'il traitait de terroristes. Oui, ça a été le narratif depuis le début, donc forcément pas simplement. Donc il n'y a pas d'échappatoire finalement. Pour les deux, c'est-à-dire il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est produit depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que j'ai dit que ça a été vraiment un échec stratégique pour l'Israël, mais en même temps, les retombées, ce qui s'est passé, personne ne pouvait le prévoir. C'est-à-dire d'habitude, les Israéliens, même quand on leur tue 2 ou 3 soldats, ils bombardent pendant 50 jours, mais ils s'arrêtent. Mais 2 ans, mais 2 ans, ce n'était pas dans... Même Sanwar lui-même l'avait dit, donc il a dit qu'on peut s'attendre à tout avec cet ennemi. Donc on voit aujourd'hui que le but recherché par l'armée israélienne était de massacrer. Ce n'est même pas de combattre la résistance, encore moins récupérer les prisonniers, donc les soldats prisonniers. Oui, on donc l'a vu, oui, c'était ça. Et aujourd'hui, on sait que même si elle continue dans cette logique, elle pourra ni les récupérer ni morts ni vivants. Donc il y a aussi ce paramètre-là. D'ailleurs, on se demande si vraiment ils avaient de l'importance, comme le disait. Il y a une pression interne aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Il y a un épuisement, il y a une sorte de fatigue, d'épuisement au sein de l'armée israélienne, comme il y a une sorte de ras-le-bol généralisé au sein de la société israélienne. Donc, où on va avec cette guerre. Et puis le pire qui s'est produit, auquel elle ne s'attendait pas, Israël, c'est le fait que partout dans le monde, elle est omnie. C'est un État maintenant détesté, y compris au sein de la jeunesse. Aujourd'hui, si la jeunesse est arrivée, la jeunesse aujourd'hui partout dans le monde, vous avez vu les enquêtes menées par différents de sondages disent que 67% des Américains, des jeunes, se considère Israël comme un État terroriste, donc c'est un État inhumain. Donc ce gain parce que Israël jusqu'à octobre 2023 pensait qu'elle avait du soutien, qu'aujourd'hui elle était un État qui avait ce soutien au sein de la population, mais on voit le contraire. Donc ce travail-là, cette défaite sur le plan moral, il faut des années pour la réparer. Donc pour les 10 jusqu'à 30 prochaines années... C'est très très difficile de reconstruire cette image. C'est bon, surtout au sein d'une jeunesse, c'est pas facile. Donc les jeunes vont encore avoir cette image d'un État terroriste. Maintenant, quand on revient sur la réalité du terrain, c'est-à-dire les 60 jours qui vont donner lieu à des négociations pour justement aboutir à cette seconde phase après les échanges de prisonniers de part et d'autre. Après la première phase, voilà. Là, c'est là où les questions se posent. Elles se posent sur le plan technique. Parce que jusqu'à aujourd'hui même, au moment où nous parlons, les négociations se poursuivent. De l'autre côté, à Israël, on dit qu'on ne pourrait adopter cet accord et l'exécuter une fois qu'il est endossé par le gouvernement, par le cabinet. Donc, on reste aussi sur cette question-là de doute, de questionnement et de flou. Donc, est-ce que les Israéliens, sur les premières étapes, il est fort possible que ça va se faire, puisqu'il y a des garants. Et ces garants-là, attention, il faudrait aussi rappeler que les 3 pays, qui sont la Turquie, l'Égypte et le Qatar, qui constituaient une sorte de parapluie de soutien politique aux Palestiniens, aujourd'hui, ils ont endossé le plan Trump. Ce qui signifie que la balle se trouvait, lorsqu'il y a eu ces négociations, dans le camp de la résistance. C'est pour ça que la résistance était, je ne dirais pas contrainte, mais elle a fait preuve de sagesse. Il y avait de la pression. Elle a fait preuve de sagesse, elle a vu qu'elle était maintenant le temps justement de soulager la population palestinienne en acceptant cet accord. Mais bien évidemment, tout se négocie. Et parce qu'une fois que vous récupérez votre population, vous pouvez envisager l'avenir en ayant le soutien populaire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'allais dire tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit, c'est que vraiment, on sait qu'aujourd'hui,
la délégation qui est en train de négocier, celle de Hamas, donc les médiateurs en chef, ont fait vraiment un coup de maître en acceptant parce qu'ils savaient que toute la pression pesait sur eux. Et c'est ce qu'on voulait justement. On voulait quelque part leur faire... montrer que si le problème se pose dans les négociations, s'il y a une paralysie, on va mettre ça sur le dos de la résistance. Tout à fait. Alors, je crois qu'on va sortir vers une petite pause pour revenir à la troisième partie de cette émission spéciale consacrée à Gaza, où me dit-on que je crois qu'on va poursuivre. Alors, si Kamel Ben Younes est avec nous, Kamel Ben Younes est avec nous? Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Monsieur Kamel Ben Younes, ou bonsoir, comme vous vous le ressentez. Vous êtes journaliste et ancien directeur de Radio Zaytouna. Vous êtes en direct avec nous depuis Tunis, Kamel Ben Younes. Alors, finalement, le débat est en train de tourner autour de Gaza, de ce cessez-le-feu, dont tout le monde se réjouit, et nous y compris. Mais je dirais, et alors, après ce cessez-le-feu, que va-t-il se passer une fois que la première phase aura été, si vous voulez, accomplie et que tout rentrera dans l'ordre, à savoir que les otages reviendront de part et d'autre, et moi je parle toujours de prisonniers, et aussi que l'aide humanitaire puisse être acheminée, rentrera à Gaza. Y a-t-il lieu finalement de faire, Kamel Ben Younes? Oui, on est en train de suivre en tant qu'expert dans les affaires internationales, universitaires, journalistes, avec les diplomates, etc., que ce dossier a connu une évolution depuis des dizaines d'années. On a couvert les négociations en marge de l'accord d'Oslo à Tunis, quand Yasser Arafat et la direction de l'OLP est à Tunis. On va vous farder. Oui, allez-y. Et depuis, il y a plusieurs projets de paix. Je me souviens l'initiative de George Bush au moment de la guerre de l'Irak en 1991, paix contre la terre, ou bien peace against l'Inde. Et après, il y avait James Baker, il y avait Christopher, plusieurs initiatives, il y a eu le processus. Et l'extrême droite israélienne, avec l'actuel groupe de Netanyahu, Ben Ghafir et Smouris, avait tué Ishaq Rabin. Et on se trouve, la Palestine est passée de 50 000 colons en Cisjordanie à peu près 1 million. Donc aujourd'hui, c'est un problème, c'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui a commencé depuis des dizaines d'années. Le problème a commencé avec l'occupation. Maintenant, on parle d'une solution avec Hamas. La guerre n'était pas avec Hamas, elle n'était pas avec les actuels dirigeants des mouvements de libération palestinienne, comme il n'était pas avec Arafat ou bien le Front populaire et pour le Front démocratique. C'est le problème de l'occupation, c'est le résultat de l'accord de Balfour, de ce qui s'est passé en 47, 48, 73, 82 et après. Donc, la solution doit être radicale. Il faut passer, il faut arrêter la guerre, arrêter le génocide. C'est très bien que le président américain avait dit hier qu'Israël en train se trouve presque en guerre contre tout le monde. Il a dit, j'ai parlé à Netanyahu pour lui dire qu'il ne faut pas qu'Israël reste en conflit militaire avec presque tout le monde, avec des conflits politiques avec presque tout le monde. 150 États reconnaissent l'État de Palestine théoriquement, comme il avait reconnu les décisions de l'OLP en Algérie en 1988, novembre 1988. La reconnaissance de l'État de Palestine, oui. Le Conseil national de 91. Maintenant, il faut passer non seulement à des solutions humanitaires, mais à une solution politique, car si cet accord marche bien, on va se trouver devant des millions de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, à Jérusalem et ailleurs, comme c'était le cas depuis 1967, en train de souffrir puisqu'on n'a pas résolu le problème national, le problème d'un État indépendant. Donc, il faut non seulement arrêter la guerre et permettre aux Palestiniens leurs droits légitimes aux médicaments et à l'alimentation, etc., mais reconstruire Gaza immédiatement, reconstruire les autres villes de la Cisjordanie, car tout le monde oublie que depuis des années, les Israéliens attaquent Nablus, Ramallah, Al-Khalil, Tulkaram et autres, et il y a des milliers
de détenus aussi de la Cisjordanie, résoudre ce problème, les problèmes d'aspect humanitaire, mais il faut passer à la reconstruction de la Cisjordanie, de Gaza, de la Palestine et à la construction d'un nouveau État palestinien avec le support des pays arabes et islamiques. C'est la solution radicale, oui. Oui, et avec le soutien des pays qui avaient joué au cours des dernières années un rôle très important aux Nations Unies. Je cite le cas de l'Algérie, l'envoyé spécial de l'Algérie au Conseil de sécurité, les ministres des Affaires étrangères algériens. L'Algérie, quand il a été pendant 2 ans membre du Conseil de sécurité, avait joué un rôle très important à New York et aux Nations Unies, ainsi que dans la région. Donc les pays qui soutenaient historiquement et qui continuent de soutenir le droit du peuple palestinien, les droits du peuple à l'autodétermination, comme l'Algérie, il faut leur donner, participer dans les prochaines étapes à la reconstruction d'une paix globale dans toute la région, car, comme l'avait dit Barak, le conseiller du président actuel Trump, et comme l'avait dit Paul Smith quand il avait visité le Maghreb il y a quelques semaines, Israël est en train d'attaquer 7 à 8 pays, et pas seulement une organisation palestinienne dans la bande de Gaza. Très bien, M. Kamel Ben Younes, pour cette analyse. Bien sûr, le débat se poursuit. Restez avec nous juste après cette courte page de pub. Le débat se poursuit pour cette 3e partie de l'émission consacrée au cessez-le-feu à Gaza. Je me tourne vers vous, Emilio Dabed. Alors finalement, on avait parlé un petit peu, si vous voulez, du fait que ce n'est qu'une première partie qui sera mise en œuvre, qu'il reste encore une 2e partie. Et c'est là où les négociations vont peut-être se corser, selon vous. Est-ce qu'il va y avoir peut-être, j'allais dire, des pas en arrière par rapport à ce qui était exigé et surtout par rapport à certaines conditions qui ont été imposées dans la proposition de Trump, à savoir par exemple la démilitarisation, à savoir la gestion du territoire par de non-palestiniens et finalement le rôle de la résistance. Quel sera l'avenir de Gaza? En fait, c'est un peu ça. Oui, vous avez raison. Je crois que après aujourd'hui, tout va se jouer pas seulement dans les négociations de la 2e phase et peut-être d'autres phases, mais aussi dans l'interprétation dans les interprétations qui vont être données à l'accord qui a été passé. Vous voyez, je crois que on a une histoire d'Israël. C'est des grands magiciens de l'interprétation des normes internationales et des accords passés, etc. On l'a vu, ils le font avec des résolutions de l'ONU, comme la résolution 242 qui demandait le retrait d'Israël des territoires occupés et qu'ils ont depuis interprété en disant que cette résolution ne demandait pas le retrait total, mais seulement d'une partie. Et c'est pour ça qu'elle parlait des territoires et pas du territoire occupé, etc. Et on l'a vu aussi dans beaucoup d'accords, notamment dans les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo qui étaient effectivement une promesse faite par la communauté internationale et par Israël de s'engager sérieusement dans les négociations pour la création et la reconnaissance d'un État palestinien. Et on a vu tous les résultats des accords d'Oslo. Et à Oslo, il s'agissait de la paix en échange de terres. Et on a vu qu'Israël et ses interprétations ont toujours voulu la paix et la terre. Oui. Et donc voilà, je crois que ça va se jouer dans ces interprétations. Ça va se jouer dans le support qu'Israël va avoir pour essayer d'imposer ses interprétations des accords et ses positions dans les négociations. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, qu'il faut que les mouvements politiques de partout dans le monde qui se sont organisés depuis le 7 octobre 2023
continuent leur travail, qu'on continue à mettre de la pression. Rappelez-vous qu'il n'y aura pas un retrait total de Gaza, que les frontières de Gaza vont continuer à être contrôlées par Israël et donc les limitations pour la reconstruction et subvenir aux besoins des Palestiniens seront très limitées. Et donc, il y a une lutte qui doit continuer, qui est celle de rompre le siège de Gaza. Oui. Ce siège qui a étouffé les Palestiniens depuis plus de 20 ans maintenant et qui est un crime perpétuel, constant, un crime de guerre déjà, mais un crime contre l'humanité. Vous vous rendez compte, on parle d'un territoire Gaza où les Israéliens comptaient même les calories qui rentraient dans les territoires. C'est dramatique, oui. Donc, vous voyez, c'est un territoire où Israël, si vous voulez, d'une certaine façon, avait mis la science au service de ces crimes. Et donc, cette situation est inacceptable. Et donc, tous nos efforts après le cessez-le-feu doivent être dirigés à la fin du siège de Gaza. Très bien, Emilio Dabed. Finalement, Kamel Mansari, on avait tout à l'heure parlé du fait que il y aura dans cette liste des détenus libérés, des prisonniers, je n'aime pas trop dire prisonniers, mais bon, c'est le cas. Voilà. Et finalement, le nom de Marwan Barghouti a été cité, il a été donc proposé, mais que la réponse a été vraiment négative à ce sujet. Est-ce que Marwan Barghouti fait tellement peur? Oui, pas seulement aux Israéliens, malheureusement, même à ses collègues politiques au sein du Fatah. Donc le Fatah ne veut plus de lui. Pourquoi? Parce que lorsque Yasser Arafat a découvert que les accords d'Oslo étaient une supercherie, qui n'ont pas abouti à la création de l'État palestinien, encore moins à l'échange de la terre contre la paix, comme ça a été cité. Donc il y a quoi? Il y a eu cette option qui a été décidée par Arafat d'aller vers la résistance armée. Et c'était Arafat avait confié à Marwan Barghouti la création des brigades Al-Aqsa. Donc c'est lui qui a commencé. Et imaginez-vous, donc c'est là où on a eu les batailles de Jenin, le massacre, et puis la bataille de l'église de l'éternité, donc à Bethléem, De la natalité, oui. Et en plus, c'est que les armes qui ont été utilisées pour lutter contre l'occupant palestinien étaient des armes qui appartenaient à la police palestinienne. Donc, c'est regrettable. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est les policiers palestiniens qui ont pris les armes contre l'occupant palestinien. Voilà. Donc on voit un peu comment ça s'est produit. Et le premier qui avait dénoncé cela, c'était malheureusement Mahmoud Abbas, qui avait dit « Je suis contre la militarisation de l'intifada ». Et depuis, il est devenu le chouchou, je dirais le chouchou, pourquoi? Parce qu'après, il a pris le pouvoir, c'était lui qui est devenu le président, depuis cette date, après l'empoisonnement de Arafat, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est là où il a lui-même consacré la coordination sécuritaire. Marwan Barghouti dérange. Tout l'inverse. Oui, il dérange dans le sens où... Mais aujourd'hui, on parle probablement d'une formule qui lui sera consacrée, c'est-à-dire le libérer et le mettre sous surveillance ou dans une résidence surveillée, c'est-à-dire l'empêcher... Un traitement spécial pour Marwan. Oui, l'empêcher d'agir ou l'empêcher d'avoir des activités politiques. Donc, il ne faut pas oublier que... C'est pas une menace pour sa vie, finalement, que de le libérer et de le mettre sous résidence assignée? Ça nous rappelle ce qui s'est produit avec Ahmed Saadat aussi. Donc, il a été placé en détention dans une résidence surveillée après avoir été kidnappé par l'occupant israélien. Oui. Donc le cas de Marwan Barghouti, c'est vrai que c'est un symbole de la lutte armée, c'est le symbole de la résistance. On l'appelle le Mandela palestinien. Exactement, c'est quelqu'un qui a une aura au sein de Cisjordanie et
partout. Il est le deuxième Georges Abdallah, si vous voulez, mais avec une forme plus militante, plus conséquente. Et justement, il fait consensus au sein de la population. Il risque un peu de... Il peut fédérer, mais c'est cette crainte-là. Mais est-ce que il aura un rôle ou pas? C'est probablement, pour le moment, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais tout ce qu'on sait, qu'il y a eu cette négociation pour le libérer. Ceci pour dire que le Hamas ne s'inquiète pas simplement de ses propres prisonniers, de ceux propres qui sont détenus, mais de tous les Palestiniens, notamment les enfants et les femmes et les autres militants des autres factions palestiniennes. Parce que Marwan Barghouti a été derrière l'unification de toutes les factions palestiniennes en 2013, lorsqu'il a lancé cette initiative de paix, parce que les factions palestiniennes étaient... Il est rassembleur. Oui, il était rassembleur, parce que les factions palestiniennes ne parlaient pas de la même voix. Donc lui, il a réussi à le faire. Ils ont ce qu'on appelle la lettre, le document des prisonniers qui a été signé par les 13 factions palestiniennes, c'est-à-dire s'unifier et lutter contre l'occupant palestinien. Aujourd'hui, certes, il faut reconnaître il faut pas le nier que Mahmoud Abbas a même insulté la résistance, malheureusement. Donc, on l'a entendu en direct, mais on l'a vu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est malheureux, fâcheux, mais ça a été fait. Ce qu'aujourd'hui, on sait que la question des prisonniers va être négociée point par point, chiffre par chiffre. On propose un Palestinien. On propose un Palestinien contre 10, parfois c'est 2 contre 20, parfois c'est 2 contre 10, mais les négociations se poursuivent. Mais le plus important dans tout cela, c'est que les hostilités cessent, enfin l'agression cesse, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, qui est réclamé non seulement par les Palestiniens ou la résistance, mais par la communauté internationale. On a vu le rôle joué par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Chaque jour que Dieu fait, c'est-à-dire notre diplomatie, Ammar Benjama, ne cessait de rappeler, de demander, d'exiger que cette agression sauvage cesse, en démontrant photo à l'appui, document à l'appui, que ce qui se passe à Gaza est inimaginable, que c'est plus que le nazisme, c'est plus que de la sauvagerie, mais cet acharnement qui n'est jamais vu dans l'histoire et qui a horrifié le monde entier. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que l'image d'Israël est ternie pour des générations et que le but d'Israël d'atteindre le grand Israël est un échec cuisant. Chercher à l'évacuation ou la délocalisation, la déportation des populations palestiniennes est un échec. Maintenant, Netanyahou et son cabinet sont aujourd'hui acculés à l'intérieur. Et puis, pour revenir aux garanties... Il peut y avoir un refus, une obstruction ? Non, il faut revenir parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect technique au sein de la Commission. Il y a des pays qui peuvent interpréter. C'est-à-dire que l'interprétation des textes, cette fois-ci, ne peut pas être n'incombe pas aux Israéliens. C'est vrai que les Israéliens jouent dans l'interprétation de ça, entre la langue anglaise et la langue arabe. Parfois, même contre la traduction, ils jouent sur la traduction. Mais aujourd'hui, il y a un texte, il est américain, ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas l'ONU ce n'est pas une résolution de l'ONU, c'est un texte américain par une administration et c'est elle qui a l'obligation de faire en sorte à ce que cet accord soit accepté et exécuté dans ses moindres détails avec la garantie. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, qu'est-ce que dit Israël? Elle dit, oui, maintenant, si nous avons un accord, et nous avons le soutien des pays arabes et des pays musulmans, en parlant de l'Indonésie et du Pakistan. Ces deux pays n'ont jamais rien fait pour Israël, pour la Palestine, concrètement. Le Pakistan a complètement dénigré les dernières attaques. Donc nous sommes aujourd'hui face à un texte, mais ce texte-là, dans l'interprétation, va être faite par ces trois pays, et comme je vous l'ai dit, donc la responsabilité historique et politique incombe à l'administration de Trump. Oui, très bien. Est-ce que Christophe Oberlin est toujours avec nous? Alors, Monsieur Christophe Oberlin, tout à l'heure, vous aviez évoqué un point. Je l'ai quand même gardé en tête parce que finalement, c'est une question qu'on se pose. Vous avez dit que c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui pour Hamas, pour les Palestiniens, de faire confiance à leurs bourreaux. Mais comme vous voyez, on est dans un choix qui s'impose. Hein. Finalement, ils n'ont pas réellement le choix. C'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, que les émissaires de Trump sont deux personnalités ou deux personnages qui sont complètement acquis
à la cause sioniste, ou si vous voulez, surtout à la thèse sioniste, parce que je ne dirais pas cause. Et finalement, mais qu'on n'a pas d'autres alternatives aujourd'hui. Et on parlait aussi de Barghouti, parce que je voulais quand même l'inclure. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Marwan Barghouti, il y a toute la famille Barghouti qui est en prison. Et Dieu sait combien de Palestiniens encore qui sont en train de périr en prison. Je veux dire que c'est... aujourd'hui, le temps est venu peut-être pour que quelqu'un porte la voix de ces prisonniers et puisse un jour leur permettre de connaître la liberté. Oui, écoutez, je rejoins ce qui a été dit par Kamel Mansari, par Emilio Dabed avec les craintes, mais je crois qu'il faut voir les choses avec un peu plus de hauteur, je dirais, c'est-à-dire que nous sommes arrivés maintenant dans un autre espace, dans un autre paradigme. Toutes les trahisons qui ont pu être faites par le passé, à la fois par Israël qui ne respecte pas les accords signés, et même par l'autorité palestinienne jusqu'aujourd'hui. Je suis témoin personnellement de ce qui se passe à travers certains amis en Cisjordanie. L'autorité palestinienne véritablement joue un très mauvais rôle. Mais ce que propose avec beaucoup de force ceux qui négocient en ce moment, eh bien, c'est de remettre à une espèce de commission de consensus national les clés de ce qui se fera demain. Et ce qui se fera demain ne sera pas inférieur à ce qui est obtenu aujourd'hui, c'est-à-dire un cessez-le-feu de longue durée, l'ouverture des frontières, la levée du siège et le retrait militaire des soldats israéliens de la bande de Gaza. Pour le reste, ce sont des choses qui sont garanties, et c'est vrai que c'est fragile, c'est garanti par un seul homme, mais M. Trump n'est certainement pas le pire, en ce sens qu'il a pris une initiative. Il bouleverse complètement la diplomatie classique, puisque ni les diplomates, ni l'Assemblée générale de l'ONU, ni n'ont pu obtenir quelque chose de pratique face au génocide. Il n'empêche que des situations irréversibles se présentent, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État de Palestine. Soit dit en passant, elle a été reconnue en France par la Cour d'appel du droit d'asile bien avant que M. Macron ne se décide. Autrement dit, il y a toute une série de gains historiques irréversibles. Il n'y aura pas de déportation dans le Sinaï. On ne va pas envoyer les Palestiniens dans le monde entier. Ils resteront sur place. Ils occuperont totalement la bande de Gaza et il n'y aura pas d'annexion en Cisjordanie. Charge étant aux diplomaties qui soutiennent, sans rien faire, mais qui soutiennent au moins oralement ce programme, de le faire appliquer. Et c'est là où le droit international, les avocats vont pouvoir commencer à travailler. Il n'empêche que le cessez-le-feu aura été obtenu par une négociation directe entre des combattants palestiniens et un président des États-Unis. Et il y a évidemment un pari. Mais qui pourrait penser qu'après M. Trump, eh bien, un président reviendrait en arrière, ce qui a été acquis à ce stade par quelqu'un qui, vous l'avez très bien souligné, était loin d'être favorable à la cause palestinienne. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'irréversible qui est enclenché, et également du côté de la population israélienne, et ça j'en ai été témoin tellement de fois, qui n'en peut plus que ces jeunes passent leur temps à faire la guerre. Rendez-vous compte qu'ils se sont trouvés face à des combattants palestiniens extrêmement motivés, même s'ils n'étaient pas armés. Ce sont des petits bourgeois qui vont faire la bataille au sol à Gaza. Et donc, la population israélienne, bénéficiant de ce soulagement de voir la bande de Gaza qui n'est plus un lieu de combat pour ses enfants, eh bien, cette population, je pense, a des chances, si ce n'est de basculer, en tout cas de se déradicaliser d'une certaine façon. Si vous ajoutez à ceci un désarmement des colons en Cisjordanie, on pourrait aboutir à une baisse considérable de la tension. Merci. Très bien, merci Christophe Oberlin. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Kamel, juste un dernier mot avant de passer à Kamel Ben Younes. Bon, d'abord, il faudrait attendre ce que va faire Trump, parce qu'il va se voyager en Égypte, dans une cérémonie de signature de cet accord. Oui. Et il attend, il avait déclaré que la libération des prisonniers commencera soit lundi, soit mardi. Tout à fait, lundi. Donc, c'est là où on jugera de la véracité, du sérieux, encore plus, parce que si cette est endossée par les Américains, ça veut dire qu'on pourra espérer que d'ici 60 jours, la situation se dirigera vers une détente.
Kamel Ben Younes, juste un dernier mot brièvement avant de conclure. Brièvement. Moi, je veux dire que ce qui se passe maintenant est important, mais malheureusement, ce qui se passe confirme le système international inégalitaire et on a besoin d'un nouveau ordre international. Ce qui se passe confirme que Washington domine le monde. Or, le monde veut un nouveau ordre mondial où on règle les problèmes des guerres, y compris celle qui a lieu depuis des années entre la Russie et les pays de l'OTAN, l'Ukraine. Donc, il faut un nouveau ordre mondial. Et pour la cause palestinienne, notre guerre de Netanyahu dans la région, qui sont 7 ou 8, il faut les régler dans le cadre d'un nouveau ordre mondial. Merci beaucoup. Les gens portent la paix. Merci beaucoup, Kamel. Emilio, juste un dernier mot très court, quelques secondes. Oui, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec M. Oberlin. On va passer aussi à une phase très importante de la lutte pour l'interprétation du droit international. Il faut se rappeler que toutes les propositions, et particulièrement la dernière, en fait, sont complètement à l'encontre du droit international. Et on doit faire face à cette bataille. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je rappelle qu'était avec nous Christophe Oberlin, chirurgien spécialiste de la microchirurgie et humaniste. Kamel Ben Younes, journaliste et ancien directeur de Radio Zaytouna à Tunis. Yefri Ben Zerga, analyste des questions politiques. Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Et Emilio David, spécialiste du droit international et des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. On se retrouvera certainement, si Dieu nous prête vie, demain. Au revoir.